Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? La CEDEAO acte officiellement le coup d'État au Niger et veut engager des discussions. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest acte officiellement le coup d'État au Niger 4 mois et demi après que les militaires ont renversé le valet Mohamed Bazoum le 26 juillet. Je trouve que ça contraste beaucoup avec le fait qu'ils voulaient les attaquer, ils voulaient détruire le Niger, ils voulaient remettre Bazoum, etc., etc. En tout cas, dans un communiqué publié 4 jours après le sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja dimanche 10 décembre, l'organisation régionale apporte des clarifications en réponse aux critiques du CNSP nigérien avec qui l'organisation veut engager des discussions. Une délégation de l'organisation régionale a d'ailleurs été reçue jeudi 14 décembre par les autorités nigériennes. La commission de la CEDEAO dans son communiqué affirme que le sommet du 10 décembre a reconnu que le gouvernement de Mohamed Bazoum avait été effectivement renversé par le coup d'État militaire. Selon l'organisation régionale, jusqu'à dimanche 10 décembre, la conférence des chefs d'État et de gouvernement considérait Mohamed Bazoum, qui n'a toujours pas démissionné, comme le président du Niger, et les membres de son gouvernement pouvaient donc représenter le pays aux réunions statutaires. Désormais, le coup d'État est officiellement acté et le Niger est suspendu des organes de décision de la CEDEAO jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est ainsi que la CEDEAO répond aux critiques de la CNSP, dont le porte-parole a exprimé l'indignation à raison de la participation au sommet des membres du gouvernement de Mohamed Bazoum. Une provocation selon lui de nature à saper tout effort pour trouver une solution diplomatique et négocier à la situation politique actuelle. Pour ceux qui ne savent pas, la CNSP signifie Comité national pour le salut du peuple et c'est un comité militaire qui a pris le pouvoir au Mali à la suite du coup d'État en août 2020. Le coup d'État qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. La CNSP est dirigée par le colonel Assimi Goïta, celui qui a pris le contrôle du pays et a formé le gouvernement de transition que l'on connaît. Donc, quand je parle de CNSP, je parle en fait du Mali. En gros, c'est ça. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, sachez qu'on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et de géopolitique. Aussi, notre équipe offre des services d'animation et de modélisation 2D et 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous au numéro qui s'affiche et sachez que des informations complémentaires sont en description. Revenons au sujet. L'institution semble donc vouloir normaliser ses relations avec le Niger. La CEDEAO a d'ailleurs désigné le 10 décembre un comité pour engager des discussions avec le CNSP et une délégation de la médiation mandatée s'est rendue le 14 à Niamey, composée notamment du Togo, représenté par son ministre des Affaires étrangères. Les envoyés de l'organisation régionale ont eu une séance de travail avec le premier ministre nigérien, Lamine Zeyn Maman, et la durée de la transition au Niger a été au centre des discussions. Les envoyés de la CEDEAO ont déclaré à la fin de la rencontre que le travail effectué est une avancée. Encore heureux. Rien d'officiel pour le moment, mais d'après nos informations, la junte nigérienne qui annonçait au début une transition d'un peu moins de 3 ans ne serait pas contre une transition beaucoup plus courte. Et c'est également le sentiment que les médiateurs de la CEDEAO ont eu. Ces mêmes gens qui s'apprêtent à aller rendre compte de leur visite au président en exercice de l'institution régionale, c'est-à-dire le Nigérien Bola Tinubu. Le sort de l'ancien président Mohamed Bazoum est également une préoccupation pour la CEDEAO. Sur ce point, les lignes seraient en train de bouger, apparemment. Dès janvier là, le Niger devrait présenter, comme on leur a demandé lors du dernier sommet d'Abuja, un chronogramme clair et les actions à mener devant conduire à la fin de la transition. Alors, qu'est-ce que je pense de ça concrètement? Déjà, je pense que la CEDEAO est dirigée en grande partie par la France et que ces gens ont un plan en tête. Ensuite, on parle quand même là du pays qui permet à la France de tourner énergétiquement. Et ensuite, plus que tout, je suis d'avis de ne pas précipiter les choses. Je suis d'avis que le Niger ne précipite rien du tout. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont pressés de vouloir remettre la politique alors que le Niger a des problèmes beaucoup plus graves. C'est à croire que les politiques ne savent tellement rien faire que quand ils ne sont pas en train de manger l'argent du pays pour rien, en fait, ils sont complètement perdus. Ils savent seulement gueuler et bavader, oui. C'est que ça qu'ils savent faire. Pourquoi est-ce qu'on veut presser le fait de rétablir des politiques si le peuple souffre encore? Le pays souffre. Il n'y a pas d'infrastructure. C'est ça la priorité. En fait, je suis aussi d'avis qu'ils ne fassent aucune promesse, qu'ils ne disent rien, qu'ils ne présentent aucun calendrier à qui que ce soit. Si redresser le Niger doit prendre 20 ans, 50 ans, 80 ans, que les gars restent au pouvoir tout le temps qu'il leur faut. Comment est-ce qu'on veut réparer en 2 ans, en 1 an, une destruction et une organisation de destruction qui dure depuis 150 ans? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Qu'ils prennent tout le temps dont ils ont besoin, qu'ils prennent tout le temps nécessaire. Je dis qu'ils doivent même former des gens qui doivent prendre la place après eux. Je l'ai déjà dit ici et je le répète, mais je suis anti-démocratique. La démocratie n'a jamais fonctionné nulle part. Je suis simplement pour que des dirigeants mettent leur peuple
au centre de leurs préoccupations, qu'ils mettent le pays au centre de leurs préoccupations, qu'ils mettent ses voisins au centre de leurs préoccupations, qu'ils mettent leurs alliés au centre de leurs préoccupations, c'est tout. Parce que ce qu'ils sont en train de vouloir faire là, remettre les constitutions et blablabli et blablabla, ce sont des tours de passe-passe. Ce sont des tours de passe-passe que l'Occident est en train de mettre sur pied. Après, on aura un autre Bazoum sur le trône. Ça aura donc servi à quoi? À rien du tout. En tout cas, je suis de cet avis. Parce qu'honnêtement, quand l'ONU reconnaît la légitimité du gouvernement après le coup d'État, ça veut dire quoi? L'ONU n'a pas bavardé ici. En plus, ça me fait rire parce que ces gens pensent qu'on attend leur approbation, qu'ils ne reconnaissent même plus. Les autorités militaires en place au Niger ont déclaré avoir obtenu la reconnaissance de la Commission des pouvoirs de l'Organisation des Nations Unies. La présidence nigérienne a fait cette annonce lundi soir, le 18 décembre, dans une déclaration officielle. Selon la déclaration diffusée à la télévision publique, la Commission de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu le 6 décembre 2023 la légitimité du gouvernement issu de l'événement du 26 juillet 2023. La déclaration souligne que cette commission ne fait qu'établir un point de droit international qui ne souffre d'aucune interprétation contraire, contrairement aux institutions de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se trompent dans l'analyse du droit communautaire et du droit international. Avant cette décision, la Commission de vérification des pouvoirs, les autorités issues du coup d'État du 26 juillet ne pouvaient participer à aucune activité des Nations Unies. En septembre dernier, le Premier ministre Ali Maman Lamine Zézé n'avait pas pu assister à la 68e Assemblée générale des Nations Unies et son ministre des Affaires étrangères, Yaou Boubakari Sankari, qui s'était rendu à New York, avait été empêché de participer aux travaux, dénonçant les manœuvres sournoises du secrétaire des Nations Unies Antonio Guterres. Et sous l'instigation de la France, le gouvernement nigérien avait dû expulser la représentante résidente des Nations Unies au Niger, Louise Aubin, en octobre. Si on les a exclus des Nations Unies, ils ne peuvent donc pas avoir de représentants des Nations Unies chez eux. Quoi de plus normal? Avec cette décision de la Commission de vérification des pouvoirs de l'ONU, le Niger retrouve sa place dans le concert des nations et remporte une nouvelle victoire diplomatique. Mais malgré ces reconnaissances, le Niger continue à s'éloigner de l'Occident. Et ça, c'est une bonne chose. Ne surtout pas penser que ces gens sont nos alliés. Les États de la région du Sahel maintiennent le cap d'annulation des accords avec le bloc occidental, y compris dans le domaine militaro-sécuritaire. Toutes les récentes décisions du Niger d'annuler les missions de sécurité avec l'Union européenne confortent la thèse d'un renforcement sans précédent de l'Alliance des États du Sahel conformément au processus de l'ordre multipolaire international. Les événements dans le Sahel s'accélèrent et prennent une orientation parfaitement logique et attendue. Après avoir mis à la porte le système de la France-Afrique, bien que pas totalement, vu qu'ils utilisent encore le franc CFA, donc il faut que ça bouge aussi le plus vite possible, les États de la région, en premier lieu le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vont également dans la direction de la rupture encore plus globale avec le bloc de l'intégralité du régime occidental. Ça, c'est beau. Connaissant ces pays-là, le rejet massif des autorités et de la société civile des pays concernés, que ce soit les autorités ou encore la société civile, rejettent foncièrement la politique et la mentalité représentée par l'Occident collectif. Pour sa sécurité, le Niger préfère les Russes aux Européens. C'est le titre d'un article du magazine Jeune Afrique. L'organe de propagande hexagonal insiste en ce sens que toutes les récentes annulations des 2 missions de sécurité de l'Union européenne par les autorités du Niger s'est faite en parallèle de la visite d'une délégation militaire russe dans le pays avec à sa tête le vice-ministre de la Défense. Voici son nom qui est écrit juste là. Vous pouvez essayer de lire si vous voulez. Moi, je n'ai pas réussi. Bref, de manière générale, ces événements renforcent l'idée que l'Occident, dans son état actuel, n'a aucun avenir sérieux, d'autant plus dans le domaine militaro-sécuritaire, ni au Sahel et ni en Afrique dans son ensemble. Et le fait que ces pays mettent dehors Paris et Bruxelles, et maintenant que le Niger suive aussi ces mouvements-là, les chassant, ne doit pas nous faire oublier que Washington est également dans le viseur. Eux aussi doivent sortir, les Américains doivent aussi partir. Il est aujourd'hui évident qu'à l'heure où le régime états-unien cherche à prendre la tête du bloc otano-occidental sur le continent africain en tentant de minimiser les échecs évidents de ses vassaux européens, l'Afrique, dans une large majorité, dans une écrasante majorité, comprend parfaitement qu'un prédateur, quelle que soit sa rhétorique, reste un prédateur. Un prédateur, qu'il te sourit, qu'il prétende être ton ami ou pas, reste un prédateur. Et en ce sens, Washington n'a absolument rien apporté à l'Afrique, autant que Paris, Londres, Bruxelles,
Berlin ou encore Madrid. Ils n'ont rien apporté à l'Afrique. Cela d'autant plus que l'establishment américain observe avec inquiétude le renforcement des relations militaro-sécuritaires des pays africains avec la Russie et que la Chine accentue sa position de partenaire économique et commercial principal privilégié du continent africain. La présence de Moscou comme de Beijing, à quelques rares exceptions, est voulue et encouragée par la plupart des États africains. Et Washington, comme les autres pays occidentaux, ne peuvent accepter un tel développement de la situation. Et donc, ils ne vont pas tarder à montrer une énième fois de plus, une fois encore, son seul visage, qui est un visage mécréant, terroriste, mythomaniste, vendu. Lorsque son arrogance, aussi voilée soit-elle, sera définitivement mise à nu et ouvrira la même perspective peu radieuse aux États-Unis, ils vont peut-être finir par se calmer. On n'en sait rien. En tout cas, les lobbies pro-états-uniens sur le continent africain pourront évidemment continuer à chanter la fausse chanson qui prétend que les États-Unis restent un partenaire fiable. Ouais, ils vont toujours continuer à chanter ça dans le vide. Le fait est que les événements en cours à l'échelle planétaire démontrent une fois de plus strictement le contraire. Les États-Unis ne sont absolument pas fiables. Et rien ne pourra changer cette réalité. Absolument rien. Le monde actuel est multipolaire. Vraiment, j'espère que les États-Unis vont finir par percuter cette information. Et que quand ils vont comprendre, ils vont encourager les autres pays de l'OTAN de comprendre ça. Enfin, et en ce qui concerne le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso, et plus généralement la région du Sahel, la force commune renforce plus que jamais l'importance de s'appuyer sur le souverainisme véritable. Le panafricanisme, on va dire ça comme ça, pour que ce soit audible par tous, le panafricanisme et la multipolarité. Aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel est précisément cette grande source d'inspiration supplémentaire pour des millions et des millions d'Africains. Le fer de lance des valeurs panafricaines, on va dire ça comme ça, et de la multipolarité sur le continent. L'Occident et les États-Unis doivent plier bagage et s'en aller. D'ailleurs, un geste qui démontre que l'Occident n'a plus de privilèges dans l'Alliance des États du Sahel, c'est la fin de la non-imposition des sociétés françaises. Le Mali et le Niger ont, dans un communiqué conjoint signé mardi 5 décembre 2023, dénoncé la convention sur la non-imposition des sociétés françaises opérant dans ces deux pays. Il s'agit de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre du 22 décembre 1972. C'est ce que rapporte le communiqué qui indique que pour le Niger, c'est la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Niger qui tendent à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale. Par cette dénonciation, le gouvernement du Mali et du Niger met ainsi fin à la non-imposition des sociétés françaises installées dans ces deux États, ce qui signifie que désormais, toutes les sociétés françaises installées dans l'un de ces pays doivent payer ses impôts au trésor national de ce pays. Rappelons que conformément à la convention, les sociétés françaises opérant dans ces deux pays ne versaient pas leurs impôts au trésor national de ces pays-là, mais ils versaient leurs impôts au trésor français. C'était une de leurs nombreuses stratégies mises en place pour pouvoir vider l'Afrique de toute richesse et de toute opportunité. Donc quand vous voyez tout ce qu'il y a à régler, c'est vraiment la dernière chose à faire que de vouloir rapidement ou de vouloir vite remettre en place un semblant de démocratie qui va encore venir tout gâter et re-signer des contrats bidons sur 99 ans, là où tout le monde est perdant, sauf l'Occident. C'est n'importe quoi. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.